parce qu'il y a Caroline Leblanc qui nous attend et nous sommes déjà en streaming live. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous ACSP. Nous avons la chance d'avoir 3 producteurs avec nous encore une fois. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler de la genèse du vin du Québec, toutes les origines, de comment ça a démarré. Et nous avons avec nous 3, je dirais, voilà, ils ont un peu le duvet, le poil blanc. Ils ont vu neiger, comme on dit au Québec, et ils ont démarré vraiment le monde du vin au Québec. Ils ont pris ce pari fou et ils vont nous expliquer quoi, comment, quels ont été les défis, comment ils sont arrivés à cette incroyable entreprise qui est le vignoble québécois. Donc, tout d'abord, on va parler avec Jean Joly du vignoble marathonien. Bonjour Jean. Ensuite, on va parler avec Jean-Paul Sieur du vignoble Cep d'Argent. Bonjour. Et enfin, on parlera avec Charles-Henri de Coussergues du vignoble L'Orpailleur. Bonjour Charles-Henri. Bonsoir. Alors, Jean, tu es le premier arrivé parce qu'on sait que tu es le premier à partir car tu as un rendez-vous à 6h30. Donc, Jean, explique-nous qu'est-ce qui t'a amené au vin et quelle a été ton aventure finalement? Ce qui m'a amené au vin, au vignoble, c'est la folie. Je ne vois pas d'autres mots. C'est évident que c'est une passion comme nous tous. Hein, je veux dire. Moi, j'ai toujours suivi l'évolution des vins du Québec, mais ça date depuis seulement 1986. Ça a commencé à être connu avec l'obtention des premiers permis. Et puis, je connaissais un peu l'orpailleur, mais à cette époque-là, il fallait aller directement dans les vignobles. Et comme on cherchait un petit coin de terre pour essayer de planter de la vigne, c'est en 1989 qu'on a acheté le terroir qu'on a ici, sans trop savoir si c'était bon pour la vigne, parce que j'avais vu des pommiers. J'ai dit, si c'est bon pour les pommiers, c'est bon pour la terre à fruits. Mais on n'avait pas vu les cailloux. Ceux qui sont déjà venus chez nous, qui ont vu le profil du terrain, il y a un peu de terre, mais il y a beaucoup de cailloux. Et je me dis, c'est la catastrophe, ça ne poussera jamais, mais effectivement, c'était le contraire. Je pense que ça a été très, très bénéfique. Les grands avantages, évidemment, c'est que les cailloux, ça attire un peu de la chaleur, mais c'est très bon pour le drainage. Quand on bute la vigne, par contre, ça fait un peu mal au plant de vigne, mais il y a plus de pertes, mais peu importe. Moi, je te dirais, tout ça combiné, ce que je pourrais donner comme morale d'histoire avec la jeunesse, c'est que tous ceux qui se sont aventurés dans la vigne, je ne sais pas s'ils se rendaient compte de ce qu'ils faisaient. Évidemment, je ne parle pas de mes confrères Jean-Paul et Charles-Henri qui, eux, étaient vignerons en France, donc ils savaient dans quoi ils s'embarquaient, comme on dit en bon québécois. Moi, en tant que Québécois pur laine, je vous dirais, planter de la vigne, c'est une chose. Faire la vinification, faire du vin, c'est autre chose. Et faire les démarches et les représentations pour vendre le vin, c'est encore autre chose. Donc, c'est un amalgame de 3, je dirais pas 3 talents, mais 3 forces avec lesquelles il fallait absolument développer pour réussir. Bon, est-ce que moi j'ai réussi? Moi, je crois que oui, mais notre vignoble est relativement petit. On a 2 hectares, 10 000 plants de vigne. On produit à peu près, je te dirais, 7 ou 8 sortes de vins. Et notre spécialité, je pense qu'on a vraiment focusé dans les vins liquoreux, c'est-à-dire vin de glace et vendanges chardonnay. Je pense qu'on a très bien réussi là-dessus. Peu importe la tendance du marché présentement, parce que comme il n'y a pas de tourisme, les vins se vendent un peu moins dans ce type-là. Mais il reste qu'en développant ça, je te dirais qu'on s'est trouvé un créneau et on l'a développé, puis je pense qu'on a bien réussi. Notre but, ce n'est pas de grossir, mais à l'âge où on est rendu, là, je viens d'avoir les 70 chandelles, là, donc le seul avantage, non, mais c'est un avantage, j'ai été vacciné il y a 1 mois et demi, hein, oublie pas. Oui, c'est vrai. Non, mais le reste, il y a juste des inconvénients, mais peu importe. Il faut déjà penser à la relève. Moi, j'ai mon gendre qui possiblement pourrait prendre la pôle et la relève, mais on a 4 enfants, puis personne ne veut qu'on se délaisse le vignoble. Donc, tant qu'on aura la santé, Lynn et moi, on va continuer à travailler là-dessus sans problème. Et puis, je pense que Charles-Henri va peut-être en expliquer un peu plus tantôt. Mais je pense que la fierté qu'on a au niveau des vignobles du Québec, c'est d'avoir développé une notoriété au niveau de la qualité du vin. Et c'est
là que je dirais dans les années 2006-2007, lorsque le carte TV a été développé par le ministère, par le MAPAC, on a commencé à travailler sur une certification que la majorité des vignobles ont tous travaillé. J'y ai vraiment ardemment travaillé avec Charles-Henri. Et je te dirais que maintenant, on est rendu à une IGP, une indication géographique protégée. Et je pense que c'est la grande fierté qu'on peut démontrer aujourd'hui devant le public pour leur dire, bien, écoutez, on a développé ces vins-là, on a réussi, on prend le même cheminement que l'Ontario, que la Colombie-Britannique a fait. On prend le même cheminement que les vins français aussi, évidemment, là, comme le Pays d'Oc, avec une des plus grandes appellations au monde, en IGP, je veux dire. Et je pense que c'est là qu'on va aller. Et peut-être le message que je pourrais passer, c'est que ce n'est pas nécessairement très populaire, ce n'est pas tout le monde qui est dans l'IGP, mais à date, il y a une quarantaine de vignobles qui ont développé. Jean-Paul s'en vient là, dans quelques années, pas de problème. Mais je te dirais que l'objectif, c'est de dire peut-être dans 10 ans, que la viticulture, ce sera très peu, c'est que tout le monde embarque et puis qu'on puisse donner aux Québécois la fierté qu'on a un produit qui est, je dirais pas juste remarquable, mais c'est un produit avec une typicité québécoise qu'on a développé et qui est reconnu. Et puis la chance qu'on a eue depuis l'an dernier, c'est depuis que M. Legault a demandé d'acheter des vins du produit du terroir québécois, les vins, là, mais la majorité, il y a un engouement, puis tout le monde manque de vin, ou presque. Fait que, je résume une genèse très, très rapidement, mais c'est sûr que mes prédécesseurs comme Jean-Paul et comme Charles-Henri vont peut-être parler des défis qu'ils ont eu à entreprendre dès le début, parce qu'au début, faire du vin, c'était quasiment illégal. Le gouvernement ne croyait pas en nous. Mais ça, je vais laisser mes confrères le démontrer, parce que c'est vraiment quelque chose avec lequel ça a été une dure labeur. Personne ne croyait en nous. Et il a fallu réussir. Puis chapeau à ceux qui l'ont développé. Jean, justement, il y a deux choses qui me viennent. C'est, première chose, donc si je comprends bien, l'appellation pour toi, c'est comme un achievement, c'est quelque chose qu'on a réussi, ça amène le vignoble québécois à une certaine maturité? Une certaine maturité, une certaine notoriété. Mais je te dirais que il y a quand même une bémol que je dois dire, c'est que, bon, même si l'appellation était une création des vignerons, c'est le MAPAC qui gère, si tu veux, l'appellation via le CART TV, le Conseil des appellations réservées et des thèmes valorisants. Je te dirais, on n'a pas les avantages que l'Ontario et la Colombie-Britannique ont. Eux ont je te dirais, des primes à plantation et beaucoup d'avantages, ce qui fait qu'au bout du compte, ceux qui sont dans l'appellation, ben, il y a peut-être un léger avantage qu'on a au niveau des ventes à la SAQ, mais il manque de la notoriété et de la promotion. Donc, notre logo IGP, il n'y a pas grand monde qui le connaisse. Et malheureusement, aujourd'hui, ce que les gens voient, c'est le logo Aliments du Québec qui veut, pour mon point de vue, Aliments du Québec, c'est une gamme de produits qui est très, très, très variable. L'avoir sur une bouteille de vin, à mon avis, je ne crois pas que ça va apporter une plus grande valeur. Mais tout ce que je souhaite, c'est qu'au cours des prochaines années et de la prochaine décennie, c'est que notre logo IGP soit aussi reconnu que le logo VQA en Ontario et en Britannique, comme les logos du Pays d'Oc ou des appellations en France. Ouais, Rome ne s'est pas construit en 2 jours, hein, donc j'imagine qu'une appellation non plus, les appellations ne sont pas toutes très, très jeunes non plus en Europe, donc j'imagine qu'il y a une historique qui doit se créer. Alors ensuite, il y a aussi un autre point que tu as fait remarquer, il y a aussi une partie on a parlé en avant de la conversation, tu as dit que tu étais en train de penser à faire des bulles. Et j'étais en train parce que quelque part avant, tu as parlé du vin de glace. Et je pense que le vin de glace a été, je peux me tromper, mais quand même un des grands ambassadeurs du vignoble québécois. Et qu'est-ce qui t'amène, est-ce que tu passes de l'un à l'autre déjà, ma question? Non, pas nécessairement, parce que le vin de glace, comme je te dis, on a une belle réputation là-dessus, on va la garder. C'est sûr que les ventes ont chuté. Parce qu'au Québec, Charles-Henri pourra te le confirmer, c'est la même chose pour lui. Même Jean-Paul en a fait du vin de glace, tu le sais, au Bois-dans Charlize. C'est que qui achetait nos vins de glace, surtout par l'entreprise de la SAQ, c'était des touristes, des Français, des Chinois, des Japonais, des bateaux qui arrivaient à bon port.
Ben là, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Chinois, il n'y a plus de Japonais. Fait que donc, les ventes ont chuté de 80% à la SAQ pour les vins liqueurs, de ce type de vin-là. Okay. Oui, effectivement, il ne faut pas tous mettre nos œufs dans le même panier. J'ai commencé à faire des bulles. Comme je disais à Jean-Paul tantôt, puis à Jean-Henri, j'ai enfin réparé ma machine. Okay. Parce que l'anecdote que je fais, c'est quand je faisais des bulles, j'allais chez Jean-Henri pour dégorger mes bouteilles parce que je n'avais pas la machine, parce que c'est l'équipement qui est quand même assez dispendieux. Puis l'anecdote, c'est que quand j'ai été inspecté par la régie, il dit « Tu n'as pas ta machine? » Je dis « Non, je vais à leur ailleurs. » Il dit « Tu n'as pas le droit? » Parce que les lois sont tellement ridicules dans la réglementation. On n'a pas le droit de transporter une bouteille d'un vignoble à l'autre et de revenir au même vignoble. Oui, Fait qu'ils ont dit « La prochaine fois que tu fais ça, tu as une suspension de permis. » Bien, c'est parfait. J'ai dit quand tu m'enverras une suspension de permis, tu me le diras. Je sais quoi faire avec ça, mais c'est tellement ridicule. Ça, je referme l'anecdote, mais pourquoi les bulles? Je trouve qu'on a un super de beau climat pour faire des vins blancs. Et écoute, faire des bulles, moi, j'adore les bulles. Fait que faire des bulles, je veux dire, c'est une belle initiative qu'on peut avoir parce qu'on peut, sur la place publique, je vous dirais, mousser notre notoriété avec des bulles. Et puis, on fait des belles bulles. Puis avec une acidité fraîche, on a le cépage qu'il faut pour faire ça. Le Vidal de Céval, ça prête extrêmement bien pour faire des bulles. Et puis, bon, est-ce que je vais me rediriger à faire plus de bulles que le vin glace, le vendant Chardy? Mais tout dépend de l'évolution des ventes au cours des prochaines années. Mais de toute façon, c'est le même cépage. L'avantage d'utiliser certains cépages comme le Vidal, il est bon pour faire des bulles, il est bon pour faire le vendant Chardy, il est bon pour faire un vin classique, et c'est bon aussi pour faire du vin de glace. Donc, oui, il faut pas avoir peur de prendre des initiatives puis de modifier notre façon de penser puis de dire, ben écoute, on s'en va vers ça, mais l'important, c'est d'offrir à la clientèle un produit que nous, on aime aussi. Parce que si on ne l'aime pas, on va avoir de la difficulté à transmettre notre connaissance aux gens puis de vendre notre vin. Donc, on aura bientôt le spiritueux vieilli du marathonien avec du Vidal. Ah, j'ai des bulles, on l'appelle le fil d'arrivée. Okay. Ah ben voilà. On me demande quels sont les cépages que tu cultives. Bon, dans les blancs, c'est le classique. J'ai un peu copié à l'orpailleur. Hein? Je veux dire, je n'ai rien réinventé. Quand on commence dans la vigne, on va voir nos amis. Jean-Paul, c'est la même chose. Donc, mon cépage classique, c'est vraiment le Céval, le Vidal. Ce sont tous des cépages qui demandent des protections hivernales. Donc, j'ai peu de cépages qui vont demander soit aucune protection ou en géotextile. Mais dans les blancs, c'est ça. J'aime beaucoup le Geisenheim, j'aime le Cayuga aussi. J'aime le Chardot, j'ai planté du Pinot Gris. Puis dans les rosés, je dirais Pinot, le Céval noir, ça peut être très bien. Puis dans les rouges, j'ai fait un peu de Frontenac que j'ai planté, que j'arrive avec une super de belle maturité, Fauché de Chaunac. Autrement, je veux dire, je me dirige vers ça. Et on a commencé à faire des cépages sous toile géotextile, comme je disais tantôt, même le Foch, le Frontenac, le Geisenheim, ça prête bien en taille Guyot simple et double, en termes classiques. Ce qui fait que la protection hivernale avec des géotextiles, c'est plus approprié. Mais puis, je me suis fié beaucoup sur l'expérience de Charles-Henri parce que, encore une fois, si vous nous posez la question, est-ce que c'est mieux de buter la vigne ou est-ce que c'est mieux de mettre des toiles géotextiles? Tout dépend du type de taille appropriée et ça dépend des cépages. Moi, de façon classique, le Céval et le Vidal, je regarde en but. Quelle est la partie du vignoble qui est butée? Quelle est la partie du vignoble qui est environ, je te dirais 60% buté, 40% sous toile. OK. Donc, mais au début, il y avait tout qui était buté, il n'y avait rien qui était sous toile. Non, c'est ça. En fait, la partie butée, évidemment, la terre est travaillée, élaborée, tout ça, puis la partie qui est sous toile, c'est engazonné. Okay. Les deux ont des avantages et des inconvénients, mais je dois admettre que chez nous, avec le nombre de cailloux qu'on a, preuve à l'appui pour Jean-Paul et Jean-Henri qui sont de moi, il y a tellement de cailloux dans la partie qui est engazonnée que si tu plantes n'importe quelle barre de métal, c'est sûr que tu vas frapper un caillou. C'est vraiment, vraiment du caillou. C'est même pas un sol qui est propice à être labouré ou à être tourné pour faire du butage. C'est absolument impossible. Okay. Fait que j'avais pas le choix, mais ça pousse bien quand même dans ça et les racines rentrent en profondeur.
Bon, super. Alors, merci beaucoup, Jean. On va te garder le temps qu'on peut te garder. Tu me diras quand tu voudras nous quitter. Oui, il faut laisser la parole aux autres, tu as raison. Oui, quand même un petit peu. Donc là, mais en tout cas, c'est super. Jean-Paul, on a parlé des bulles. Si je me rappelle bien, c'est ce qui t'a un petit peu amené ici, en tout cas à la vigne. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, ben, en fait, déjà, la relation entre la Champagne et le Québec, comment elle s'est faite, en 1982, une fille de Sherbrooke, par intermédiaire de Québec-France, est venue faire les vendanges dans mon village en Champagne, qui est à 18 km au-dessus d'Épernay, qui a connu un de mes copains. Ils se sont mariés et en 1983, ils sont revenus dans la région donc, de Magog-Sherbrooke et il y a eu l'idée de démarrer un vignoble. Et donc, il manquait un petit peu d'argent pour démarrer le vignoble. Et donc, ce copain-là a appelé mon frère et moi en disant, est-ce que vous seriez intéressés à investir pour démarrer un vignoble? Et on a dit oui. Alors donc, la connexion, si on peut dire, entre la Champagne et le Québec, c'est faite comme ça. Et alors, juste pour savoir, à Sherbrooke, il n'y avait pas de vignoble? Non, on a été le premier. Nous, on a le permis numéro 6. Alors donc, on était vraiment dans les premiers. Charles-Henri, toi, tu as le permis numéro combien? 4. 4. Alors donc, oui, c'est ça, Charles-Henri était avant nous, quelques années avant nous. Et donc, c'est ça. Donc, on a planté du céval blanc. Le céval blanc a été déjà planté chez Charles-Henri. Et nous, le céval blanc a été cultivé au début du XXe siècle en Champagne, quand il y a eu la crise du phylloxéron. Et ce cépage est capable de mûrir en 150 jours. Et il faut savoir qu'en 1985, quand on a planté nos premières vignes, on était à 160 jours hors gel. Alors donc, c'était hors de question de planter des vitis vinifera que le cycle végétatif est de 180 jours. C'était hors de question, ça aurait été un échec. Alors donc, on a planté les premiers 10 000 plants de vignes donc en 1985 et on a fait nos premières bouteilles de méthode traditionnelle donc en 1989, donc ici au Québec. À savoir que les origines de mon frère et moi, on est 2 vignerons champenois d'origine. On a encore un vignoble là-bas en Champagne et on est des vignerons de 6e génération en Champagne. D'accord? Alors, c'est ça. Donc, c'est un peu notre ADN. C'est pas trop dur de gérer les deux de chaque côté? En fait, j'ai un grand frère qui s'occupe de mon vignoble là-bas. Puis, ça fait un peu comme dans la région de Charles-Henri. Il y a vraiment toute une économie et toute de la sous-traitance mise en place, évidemment, pour faire la taille, pour faire tous les travaux de la vigne, voire la vinification. Et donc, on est capable de fonctionner à distance. OK. Et là, aujourd'hui, vous êtes à combien de cépages et combien d'hectares de vignes? Alors, nous, on est à 60 000 plants de vignes, on est à 13,5 hectares. On rachète aussi d'autres raisins chez d'autres producteurs au Québec. Et bon an, mal an, par année, on fait entre 100 et 120 000 bouteilles par année. Là-dessus, je m'excuse, là-dessus, on fait certainement votre question, c'était combien de pourcents en bulles? Alors, en bulle, on est aux alentours de 15 à 20 000 bouteilles et on est en train de monter tranquillement donc le stock de bouteilles parce que pour faire des bonnes bulles, évidemment, il faut faire du vieillissement. Mais le vieillissement, c'est aussi un peu dur sur le cash flow, comme on dit. Alors, donc, il faut y aller tranquillement. OK. Donc, vous êtes en train de creuser des caves avec un petit train pour qu'on puisse visiter tout le soin. On se prépare avec les gyropalettes et tout ça. Non, mais c'est parce que… Pourquoi pas? Alors, c'est notre objectif, mais on n'est pas rendu là. Voilà. Il faut bien creuser la terre, il faut trouver un peu des roches calcaires comme ça. Là, ça, c'est parfait. Donc, on espère ça. Un grand merci, Jean-Paul. Et alors, Charles-Henri, on a parlé donc de céval blanc, on a parlé aussi des origines. Donc, voilà, Charles-Henri, comment est-ce qu'on arrive au premier cépage du Québec? Comment est-ce qu'on arrive à la licence numéro 4 les 5 premières ont été données le même jour, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Au début, on était 5 étalés sur le sud du Québec. On s'était regroupés d'ailleurs et donc il faut savoir que le permis n'existait pas à l'époque. Un agriculteur au Québec n'avait pas le droit de faire de l'alcool. Donc ça a été… c'est une chose qu'on avait sous-estimée, donc ça a été assez ardu d'obtenir ce droit en tant que producteur d'un fruit. Donc dans notre cas, c'était le raisin. Pouvoir non seulement le transformer et en faire de l'alcool, donc à la propriété,
mais ce qui n'était pas permis non plus, c'était de pouvoir le vendre directement. Okay. Il faut savoir que tout à l'heure, tu posais la question à Jean, quelle était un petit peu sa volonté à l'époque de partir dans la vigne. Moi, je suis la quatrième génération de vignerons dans ma famille. Ouais. Et je viens d'une région où, dans le sud de la France, donc dans les costières de Nîmes, où le vigneron ne commercialisait pas son vin. C'est-à-dire qu'il ne le mettait pas en bouteille, il le vendait en vrac à des négociants à l'époque. Ça se fait encore d'ailleurs majoritairement aujourd'hui. Soit le vigneron est en cave coopérative, soit il vend son vin à des négociants. Rares sont ceux il y en a quelques-uns heureusement, mais rares sont ceux qui mettent leur vin en bouteille. C'était une étincelle pour démarrer cette idée de faire de la vigne au Québec. Une frustration donc, de la part de la famille Durand, qui était le vignoble à côté du vignoble des Deux-Coussergues, c'était de vouloir démarrer une entreprise sur un autre continent et surtout d'essayer de maîtriser toute la chaîne de production. Donc, ça part de la production à la transformation, à la mise en marché. Le côté gratifiant du métier, c'est sûr, c'est la culture. On se complaît dans la culture, on se complaît dans la transformation, mais la cerise sur le gâteau, c'est le contact avec le consommateur. Et ça nous était cher. Donc, partir vignoble au Québec, on avait deux défis. Évidemment, de démontrer que la vigne pouvait être pérenne au Québec et qu'on pouvait en vivre, et puis de pouvoir amener. Et à l'époque, c'était une hérésie de la part de bien des gens quand on expliquait qu'on voulait recevoir du monde à la propriété. Donc, amener des urbains, des citadins à la propriété. On nous disait, écoutez, jamais vous y arriverez. Le mot agrotourisme n'existait pas à l'époque. Donc, là aussi, on aurait pu frapper un mur. Heureusement, les deux ont marché, la vigne a marché et l'agrotourisme a marché. Et encore aujourd'hui, on investit beaucoup pour recevoir les gens à la propriété. Je trouve que c'est le côté très gratifiant du métier. C'est quand tout le travail est fait, après plusieurs mois, des fois plusieurs années de travail, de pouvoir échanger directement avec le consommateur qui s'intéresse à ce qu'on fait et qui vient chercher en fait une histoire derrière la bouteille de vin. C'est quelque chose que je n'avais pas connu étant jeune, et je ne viens pas de ce milieu viticole où on avait ce contact avec le client. Donc, on avait toujours l'impression de manquer, on avait plus que l'impression, on manquait une phase importante pour nous, encore une fois, où on ne bouclait pas la boucle, en n'ayant pas, encore une fois, ce contact qui était important pour nous. Ensuite, je vais un peu vite, mais j'aurais tellement de choses à dire, mais le choix des cépages. Je ne dis pas le choix des cépages. Le céval, en fait, c'est assez curieux, mais à Montpellier. Excuse-moi de te couper une minute, parce que j'ai une question qui va directement dans ce cadre de ce que tu viens d'expliquer. On me demande les vignobles, est-ce que ton vignoble est tout à fait visitable? Est-ce que les 3 vignobles sont à visiter? Est-ce qu'on peut les visiter déjà maintenant? Dans mon cas, on est ouvert toute l'année. Jean-Paul? Dans mon cas, on est ouvert toute l'année aussi. Oui. OK. Et Jean? On est ouvert toute l'année. Ben, sur rendez-vous surtout en pleine période d'hiver, mais présentement, on ne fait pas de dégustation à cause de la COVID. OK. Et alors, j'ai une deuxième… Merci beaucoup. Et alors, une deuxième question. Donc, je vais vous lire le texte parce qu'il est assez impressionnant. Bonjour à vos 3 messieurs les anciens. Un profond respect pour vous et votre détermination qui frôle la foi religieuse quand on connaît les premières années que vous avez vécues et les railleries d'alors. Bon, la nouvelle génération de vignerons place en vous vous doit tout simplement. Bon. Une seule question, car les autres seront posées à la radio. Pensez-vous possible un jour au Québec un système de coopérative permettant l'assemblage par région, voire par village vigneron des raisins de plusieurs domaines sous une marque? Donc, je me suis permis que, comme tu en as parlé, que Charles-Henri, tu viens de ce monde-là, je te pose la question. Alors, écoute, ça peut être une longue question, une longue réponse, mais je vais y répondre de façon assez courte. Moi, ma région d'origine a beaucoup souffert du système coopératif. C'est-à-dire que ça partait d'un bon sentiment quand l'État, à l'époque, le gouvernement français, a encouragé ces coopératives. Le problème, ça a beaucoup nui à ma région, donc au sud de la France, où il y a eu énormément de coopératives, c'est que ça a éloigné le vigneron de la réalité, d'abord des notions de qualité et de commercialisation. Donc, on est dans une région en Provence où on a un climat extraordinaire, mais malheureusement, historiquement parlant, le sud de la France n'était pas connu pour la qualité de ses vins. On s'est même déjà fait traiter de faire de la piquette dans le sud de la France à l'époque, dans les années 70. Et c'était un peu vrai parce que le vigneron était en cave coopérative, il produisait du raisin, il était payé au kilo et il n'y avait pas forcément de contrôle de qualité. Donc, le vigneron était complètement déconnecté de cette réalité de ce qu'est la qualité, de la mise en marché. Et ça a amené donc aux frustrations donc, que j'expliquais tantôt, où le vin était vendu en vrac. Donc, je ne dis pas qu'au Québec, ça ne peut pas être appliqué.
mais j'ai des réticences. Moi, personnellement, je pense qu'un bon vigneron doit mettre les mains dans le jus de raisin, doit mettre les mains dans son vin. Je pense qu'un bon vigneron doit boucler la boucle. C'est vrai que sur le principe, une coopérative, on part du principe qu'on divise des frais, qu'on partage des frais. Ça c'est correct, qu'on partage un pressoir à plusieurs. Mais je pense que la beauté de ce métier-là, et surtout au Québec, c'est que le vigneron doit apporter sa signature au produit. Donc, que ce soit dans le champ, que ce soit dans le chai, que ce soit dans la vente, que ce soit dans l'image, le vigneron doit être présent tout au long du processus. Donc, personnellement, coopérative, peut-être pour de l'équipement, mais pas pour le vin. Voilà. Personnellement. Ben, super, merci beaucoup pour cette réponse. Et alors, tu nous expliquais justement la suite, les cépages, la sélection, la première sélection. Écoute, on a eu la chance d'avoir à Montpellier le professeur Gallet, qui est un des 2 ampélographes au monde viticole, qui a écrit plusieurs livres, qui a fait le tour du monde pour identifier toutes les variétés de vignes qu'on peut trouver dans le monde entier. Donc, il a écrit plusieurs livres. Et j'ai eu la chance en 81, donc on mijotait déjà avec Hervé Durand ce projet donc de partir à Vignoble au Québec. Et on a eu la chance au mois d'août 81 de rencontrer à Montpellier, l'école de Montpellier, ce professeur Gallet, qui avait à l'époque un champ de collection où il avait, écoute, une multitude de cépages. Et j'ai mangé du Céval au mois d'août en France. Et d'ailleurs, quand j'y retourne au mois d'août, mon associé Durand m'a mis dans son jardin. Et le Céval est un cépage très précoce, comme disait Jean-Paul. Et au mois d'août, donc en Provence, d'ailleurs le 15 août, il est mûr. Donc, le professeur Gallet nous avait dit il a existé effectivement beaucoup de croisements quand le phylloxéra a envahi le vignoble européen. Il s'est fait beaucoup de croisements. Il s'en est fait beaucoup, mais ils ont eu une mauvaise presse à un moment donné parce que c'était des gros producteurs et au niveau qualité, ils étaient so-so. Mais comme le disait Jean-Paul aussi tantôt, il y en a quelques-uns donc, qui ont eu des heures de gloire, dont le Céval qui a entre autres été planté en Champagne. Il a été planté dans la Loire, dans différentes régions. Et donc, ils étaient 5 ou 6 à être sortis du lot et à avoir une certaine longévité en plantation en France. Donc, le Céval, le Vidal pour les blancs, le Maréchal Foch, le Maréchal Joffre pour les rouges, qui sont des cépages rouges alsaciens. Donc, c'est ce qu'on a planté au début, mais principalement du Céval parce que très précoce, il s'est bien marié au terroir qu'on a dans nos régions. Ici, on est sur des anciens contreforts on est sur des contreforts de la chaîne des Appalaches, des anciennes plages de la mer de Champlain, des terrains qui sont très caillouteux, comme le disait Jean tantôt, très sablonneux. Donc, un bon mariage entre le cépage et le terroir, c'est primordial. Une bonne résistance aux maladies, évidemment un vin qui est au rendez-vous en termes de qualité. Je plante encore cette année, on plante encore du Céval 38 ans plus tard. Vraiment, c'est un mariage extraordinaire avec l'environnement dans lequel on est. Ça n'a pas été un coup de dé. On a eu cette chance d'avoir encore une fois ce professeur Gallet qui nous avait bien conseillé dès le départ. Puis c'est sûr que par la suite, bon, on a élargi nos essais. OK. Et donc, oui. Alors, 2 questions qui vont tomber, et là, j'implique de nouveau tout le monde. C'est, on sait qu'il y a le réchauffement climatique. Vous êtes ceux qui avaient les vieilles vignes. Vous êtes ceux qui suivaient la météo de plus près que jamais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez des différences importantes, chacun sur votre propre terrain? Je peux débuter avec l'expérience qu'on a eue depuis 30 ans, puis je pense que Charles-Henri et Jean-Paul vont nous confirmer. Mais depuis une trentaine d'années, je ne sais pas combien de degrés jour en moyenne on a gagné de plus, mais là, on parle quand même, à mon avis, d'une centaine de degrés jour, c'est pas plus. Et surtout, la longueur de la saison entre le premier gel et le dernier gel, je vous dirais que je ne vais pas charrier, là, mais on n'est pas loin de 200 jours par bout. L'anecdote que je compte, c'est que quand je fais du vin de glace, je dois attendre la chute des feuilles. Puis la chute des feuilles, c'est un gel qui est à -2, -3. Et puis d'habitude, avant, on l'avait vers le 15 octobre. Puis là, on est rendu presque à la 2e semaine de novembre. Puis il y a encore des feuilles vertes. Ça, c'est exceptionnel quand même. Et je vous dirais oui. Et l'avantage, c'est évident que c'est à cause du réchauffement climatique qui n'est pas une bonne chose pour la planète. Mais je pense que, tandis que le train passe, on en a profité pour embarquer dedans. Et l'avantage d'avoir un climat qui se réchauffe, je te dirais que ça nous donne peut-être l'opportunité de faire des tests sur d'autres cépages, dont des vinifera, qui réussissent quand même assez bien.
Et voilà, je veux dire, il faut le mettre de notre côté. Hein. Je vais laisser la parole à Jean-Paul et à Charles-Henri pour ça. Jean-Paul? Oui, ben, en fait, je suis d'accord avec ce que Jean vient de dire, évidemment. Il y a juste un petit bémol, c'est qu'avec les changements climatiques, on a des pointes vers le haut, des pointes vers le bas, et c'est très dangereux. D'ailleurs, on l'a vécu cette année. Alors donc, l'automne, on l'a peut-être un petit peu moins, mais le printemps, c'est très dangereux. Alors, si jamais on a une poussée de température comme on a eu cette année et que ça fait éclore les bourgeons, puis après on descend à -4, -5, ben là, c'est excessivement dangereux. Alors donc, ça va, c'est à chaque vigneron de mesurer les risques qu'il y a. C'est sûr que Jean est plus dans le sud, il est pratiquement aux lignes américaines, donc il est plus au sud, c'est plus chaud que nous du côté de Magog. Alors donc, nous, on n'a pas encore, avec mon frère, on n'a pas pris encore le choix de planter du Vitis vinifera. On est un petit peu peut-être peu heureux parce que vous savez, quand on plante de la vigne, c'est quand même un investissement aux alentours de 100 000 $ de l'hectare. On attend quand même 5 ans la pleine production. C'est quand même, on peut pas jouer à la roulette russe. Alors, je respecte les gens qui vont vers le Vitis vinifera. Pour nous, on a une petite réserve actuellement. Mais c'est vrai que le changement climatique va dans le bon sens, ça c'est sûr. Okay. Charles-Henri? Juste un petit truc là-dessus. Effectivement, moi, quand j'ai commencé, il y a 2 facteurs qui sont importants pour un vigneron. Donc, c'est comme le disaient mes collègues, c'est la période sans gel. Il faut comprendre que au début des années 80, il y avait certains étés où on avait 135 jours sans gel. Donc, tu prends le dernier gel de printemps, tu prends le premier gel d'automne, et entre les deux, on avait de 135 à 160 jours, comme disait Jean-Paul, selon les années. Mais j'ai eu des années à 135 jours. On le savait, d'où la plantation du Céval. Aujourd'hui, comme le dit aussi Jean, donc on est de 185 à 200 jours sans gel, c'est énorme. Et en degrés jour, quand j'ai commencé, on était à 950 degrés jour. Aujourd'hui, on est à 1250, voire 1300 selon les années. Sans être compliqué, les degrés jour, le zéro végétal pour la vigne, c'est 10 degrés. Donc, en dessous de 10 degrés, la vigne ne pousse pas. Le maïs, par exemple, c'est 5 degrés. Le zéro végétal pour la vigne, c'est 10 degrés. Donc, tous ces degrés au-dessus de 10 degrés, on les additionne et donc ça nous donne une masse de degrés, ce qui est quand même un facteur, un indicateur important pour les cépages qu'on plante. Par exemple, à l'époque, il ne faut jamais parler trop vite, mais j'avais toujours dit avec beaucoup de conviction que je ne ferais jamais de vin rouge au Québec. Okay. Je viens d'une région où on ne faisait que du vin rouge, donc et j'ai toujours dit avec les 135, 140, 145 jours qu'on ne ferait jamais de rouge au Québec. Sauf qu'effectivement, je n'avais pas prévu le changement climatique. Donc, un jour, je me suis mis à faire, comme mes collègues, aussi du rouge. Mais on n'aurait jamais pu le penser dans les années 80. Et c'est vrai que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais graduellement, les saisons se sont rallongées. Et aujourd'hui, on arrive même à démontrer qu'au Québec, on arrive à faire de très bonnes choses dans le rouge, ce qu'on n'aurait jamais cru il y a 25-30 ans. Les vinifera, pour en dire un mot là-dessus, je suis un peu comme plusieurs de mes collègues, on est prudent. J'en ai fait dans les années 90 et je n'ai pas été satisfait des vins que ça donnait. Je trouvais qu'on ne retrouvait pas la typicité en dégustation à l'aveugle des cépages. Donc, j'avais abandonné. J'en ai replanté. Le géotextile déjà à l'époque ou pas? Pardon? Tu utilisais le géotextile déjà à l'époque ou pas? Alors, moi, je l'ai essayé en 95, 96, 97, pendant 3 ans. On était sur 3 sites de vignerons, puis une station expérimentale. On avait essayé la toile géotextile. Mais on n'était pas satisfait de la qualité de la toile à l'époque. Les toiles sont excessivement dispendieuses et style au bout de 3 ans, la toile était finie, donc j'avais abandonné le projet parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Aujourd'hui, on arrive à trouver, toutes ces techniques ont évolué, on arrive à trouver des toiles de meilleure qualité et qu'on arrive à amortir sur une bonne dizaine d'années. Donc là, on peut parler d'une certaine rentabilité. Donc j'avais abandonné à l'époque la toile pour y revenir comme certains de mes collègues, donc dernièrement, depuis 4 ou 5 ans ou 5-6 ans. Donc tout le monde a des toiles maintenant, hein? Oui. Je pose la question juste par curiosité, il n'y a pas d'obligation. Je continue quand même à protéger. Moi, j'ai 60% de mon vignoble qui est enterré. Okay. J'ai 20% qui est sous toile et 20% qui est en cépage nord-américain, notamment du Minnesota, donc des cépages dits rustiques. OK. Et ce que tu dis comme Jean qui disait, il y a une partie qui est butée, il y a une partie qui est sous toile, mais ça dépend finalement du cépage, du vignoble, de l'endroit, vraiment de la situation finalement. C'est plus complexe. C'est pas nécessairement l'un est blanc, l'autre qui est noir. C'est vraiment dépendant.
Mais il faut rester prudent. Hein. Ce que je sais, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en 39 ans, je n'ai jamais perdu un pied de vigne à cause du gel l'hiver en enterrant mes vignes. Donc, pour moi, c'est déjà important, donc une sécurité. Donc, c'est pour ça que la majorité de mes vignes sont protégées l'hiver, peu importe les tempêtes, les températures. Après, donc, j'ai un peu de vigne rustique en sachant qu'il y aura peut-être des hivers où je pourrais peut-être avoir des dommages. Et après, j'ai de la vigne sous toile, donc notamment des vinifera, en sachant aussi qu'il peut y avoir un capital risque aussi un peu plus élevé que des vignes butées. Les vignes butées, il faut savoir que quand il fait, j'ai déjà eu du moins 32 à l'extérieur, et dans le cœur de la butte, il faisait moins 7. Donc, c'est vrai que la terre gèle l'hiver, mais elle reste un bon tampon pour protéger la vigne. Le gros froid ne rentre jamais dans la terre, donc pour moi, c'est quand même une sécurité d'avoir la majorité de mon vignoble protégé par de la terre. Est-ce que tu as pensé à planter du grenache? Alors non, j'en avais chez mes parents. Non, j'en ai planté plusieurs, évidemment, on en essaye, mais est-ce que tu vas nous dire est-ce que tu vas nous dire la phrase « on ne plantera jamais de grenache au Québec » Je vais rester prudent. Je vais être prudent. Écoute, j'ai même des collègues qui ont planté de la Syrah. Non, je suis sur le chardonnay, le gewürztraminer et le cabernet franc en production. Après, j'en essaye d'autres, mais de façon expérimentale. Ok. Jean-Paul, toi, tu avais dit que tu as été aussi avec. Tu n'as pas encore planté, toi, de vinifera, excuse-moi. Non. Donc, toi, tu étais. Oui? Non, on n'en a pas encore. Justement, on est un peu frileux par rapport à ça. Je voulais peut-être juste revenir par rapport au choix de butage ou de toile géotextile. Nous, notre vignoble, il est vraiment en pente et on est sur le bassin versant du petit lac Magog. Alors, tout le monde sait, quand on a un mouvement de terre, comme on plante des fleurs ou une chose comme ça, ben, si jamais il pleut, ben, évidemment, ça va raviner. D'accord? Alors, donc, nous, avec l'ancienne façon de faire, qui était une bonne façon, mais nous, on avait un problème, c'est que la terre arable, la bonne terre, ben, d'année en année, on en perdait parce que à la fonte de la neige, ben, évidemment, la terre descendait. Alors donc, nous, la toile géotextile, finalement, ça reste que c'est comme une obligation, ce n'est plus un choix. Voilà. Je comprends très bien et c'est un très bon point. Merci beaucoup de l'amener. Alors justement… Je peux rajouter quelque chose, Noël? Surtout. Je peux confirmer aussi que quand on fait du butage, on est quand même limité en fonction du type de taille qu'on fait sur la vigne. Nous, c'est surtout de la taille gobelet, de la taille, c'est ça. Mais si vous voulez buter la vigne puis avoir un cordon à une certaine hauteur ou de la taille Guyot, c'est extrêmement difficile, voire impossible, à moins de tout enterrer. C'est pour ça qu'avec la géotextile, on peut se permettre d'autres types de tailles. Comme j'ai dit, heureusement, je n'ai vraiment imprévu. C'est à ce moment-ci. Jean-Paul, il faudrait que tu fasses l'éducation des Québécois parce que le vrai nom que tu donnes à une bouteille de champagne, ce n'est pas une bouteille de mousseux, c'est un autre nom. Fait que tu dirais ça parce que nous, les Québécois, on l'a très bien compris et puis on l'a trouvé comique. Fait que sur ce, je vous dis bonsoir à tous et à la prochaine. Merci beaucoup, Jean. Alors, si tu permets, Noël, vas-y. Que Jean fait référence, bon là, on va rentrer dans une capsule amusante, d'accord? Okay. Quand je suis arrivé au Québec, bien évidemment, je suis d'origine française, donc les termes sont différents d'une chose à une autre. Et on arrive, c'était lors d'un festival, c'était à la fête des vendanges. C'était au début, il y a pratiquement 30 ans. Et j'arrive les clients arrivent devant mon kiosque et demandent à déguster mes produits. Alors donc, je dis aux gens, est-ce que vous aimeriez goûter à mon péteux? Et là, j'ai eu une réaction d'éclat de rire à des gens qui étaient complètement frustrés, qui sont partis. Et là, je n'ai rien compris, parce que moi, en Champagne, avec les copains, du champagne, c'est du péteux. Tu veux boire un coup de péteux, bon, il n'y a pas de problème. Puis là, après, c'est tout. Quand il y a eu 2 minutes d'accalmie à mon kiosque, je vais voir Jean, le pur Québécois, et je lui dis, non, Jean, il vient de se passer quelque chose à mon kiosque, je n'ai rien compris. Et je lui raconte l'histoire. Évidemment, il part, il éclate de rire, puis il m'explique, évidemment, que le péteux au Québec, ça ne voulait pas dire la même chose. Alors là, OK. Alors maintenant, je retourne ça à mon avantage. Quand on arrive en fin de journée de dégustation à la fête des vendanges et que j'ai un public, on va dire, qui a envie de rigoler,
là, je ressors ma cassette en disant, est-ce que vous aimeriez goûter à mon péteux? Et là, évidemment, ben là, le rire est enclenché au premier coup, mais j'ai même raffiné un peu plus les choses, c'est que je demande aux gens quelle est la qualité d'un bon péteux. Et encore, alors donc, ça relance évidemment. Alors donc, la réponse est simple comme tout, un bon péteux, c'est quand il a beaucoup de gaz. Voilà, voilà. C'était la capsule humoristique. C'est bon. C'est une bonne anecdote. Le lien est fait. D'ailleurs, justement, j'avais un peu, parce qu'on parle toujours dans le début, parce que tu parlais des débuts et des premières rencontres avec les Québécois, etc. Il y avait aussi toujours, bon, on a parlé un petit peu des fois de la zone un petit peu limite légale, tout ça qui rentrait en jeu. Vous avez eu un petit peu des difficultés, que ce soit avec la SAQ, que ce soit avec la RACJ. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'imagine que c'était plutôt la RACJ dans un premier temps. Écoute, ça a été une longue bataille qui, moi, personnellement, dans mon entreprise, m'a fait perdre au moins 10 ans. Quand même. C'était, je dirais, une grande frustration, une chose qu'on avait sous-évaluée dans le scénario qu'on avait monté, donc partir de la vigne au Québec. On savait qu'on s'installait dans une province où il y avait un monopole, mais on aurait pensé quand même avoir une oreille attentive assez rapidement pour la réalité. Encore une fois, un agriculteur qui veut transformer un fruit en alcool, le vendre à la propriété. Ça n'a pas été le cas. Ça a été vraiment, ça a été ardu, ça a été compliqué, ça a été difficile. Dès les premiers plans de vigne, on avait annoncé qui voulait l'entendre auprès des ministères concernés que 3 ans plus tard, un plan de vigne commence à produire et donc qu'on allait vinifier. Donc, on parlait de 85, de septembre 85, que la récolte s'en venait et qu'on allait vinifier. Et les mois passaient et on n'avait pas forcément d'oreille attentive. Et donc, on a vendangé en septembre 85 sans autorisation. Et on nous avait même dit à l'époque, ne faites pas d'alcool chez vous, vous serez saisis, on vous saisira. Et une chance qu'on a eue, en fait, et on s'en est servi copieusement, c'est les médias. C'est qu'on avait sensibilisé un peu l'opinion publique et les médias. C'était quand même une aberration qu'en voyant cette viticulture naissante de l'époque, que justement, il n'y ait pas un ministère qui prenne ça un peu au sérieux. Et donc, c'était ardu et ça a été une bataille. Jean-Paul y a contribué. Jean-Paul a été avec moi pendant longtemps membre du conseil d'administration de l'association des vignerons. Okay. Et on s'est battu. Et cette association, d'ailleurs, son principal rôle pendant des années et des années, ça a été d'aller frapper aux différentes portes des différents ministères, parce qu'au Québec, l'alcool touche à plusieurs ministères. Oui. Et ça a été ardu d'asseoir tout le monde à la même table et de pouvoir donc faire évoluer cette jeune industrie. On y est arrivé, mais ça a pris 25 ans en fait pour obtenir un peu tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, donc on a le droit de vendre à la propriété, on a le droit de vendre dans les restaurants, on a le droit de vendre à la SAQ, on a le droit de vendre dans les épiceries, dans les expositions comme la fête des vendanges. Mais tout ça a été vraiment obtenu à la sueur de notre front, ce qu'on a sous-évalué, et ça a freiné l'évolution de cette viticulture. Je pense qu'on a perdu 10 ans dans l'histoire de la viticulture. Parce qu'on ne vous prenait pas au sérieux, parce que voilà, c'était un peu, les administrations étaient perdues. Alors, on ne nous prenait pas au sérieux parce que dans l'histoire du Québec, on n'a pas été les premiers à planter de la vigne. Hein. Il y a les colons, quand ils sont arrivés, ont planté de la vigne, les moines, les religieux. Il y a eu de nombreux essais, même au siècle dernier, dans les années 45, 50, 1950. Il s'était planté plusieurs hectares de vignes autour de Montréal. Mais ça s'est toujours soldé par des échecs. Donc, c'est une expression que j'ai connue au Québec, mais qu'on entendait dans les corridors en nous disant on sait bien, la vigne, ça sera un feu de paille. Ça nous surprenait, mais c'est vrai que quand on lit un peu sur l'histoire, il y a eu de nombreux essais, encore une fois, qui se sont soldés par les échecs. Donc, c'était ancré que la vigne n'était pas là pour perdurer au Québec. Et ça nous a nuit. Donc, aujourd'hui, encore une fois, c'est derrière nous. Aujourd'hui, on regarde devant, puis on sait qu'on va manquer de vin pendant de nombreuses années. Mais à l'époque, ça m'est arrivé, moi, personnellement, d'avoir du stock en cave et de ne pas pouvoir le mettre sur le marché parce que vendre à la propriété, c'était un objectif. Pour nous, ça le reste. Mais tu ne peux pas vendre une production en 4 mois, c'est impossible. Donc, on a du monde l'été, mais au mois de janvier, comme j'en le disais tantôt, j'ai beau être ouvert l'année longue, il y a 6 mois où c'est vraiment tranquille. Donc, on ne peut pas concevoir la viabilité, la rentabilité et le développement d'une industrie en vendant que 4 ou 5 mois à la propriété.
Alors, ça d'ailleurs, est-ce que parce moi je suis toujours impressionné, je pense qu'on parle de plus de 70 cépages au Québec. Est-ce que la multiplication des cépages, c'était pas dans un premier temps aussi une manière que le client vienne au domaine et il avait plusieurs choses à goûter? Ou c'était aussi pour les tests, etc. Ouais. En fait, si tu permets, Charles-Henri, c'est sûr que bon, la survie des vignobles du Québec, ça a passé par l'agrotourisme, le no-tourisme, évidemment. Maintenant, avec les lois, évidemment, ça va beaucoup mieux. Et donc, quand les gens venaient dans les 4 mois que Charles-Henri mentionnait, bien évidemment, on essayait de faire grossir le panier d'achat le plus possible. Alors donc, évidemment, on avait une gamme, on a essayé d'agrandir la gamme pour essayer d'avoir un meilleur chiffre d'affaires et donc de mieux survivre. Et je dis bien survivre. Alors donc, ça n'a vraiment pas été facile. Et pour répondre un peu à une question que vous posiez tout à l'heure, c'est que pourquoi on ne nous croyait pas? Ben, vous savez, quand vous avez un monopole, ça veut dire qu'on est tout seul, d'accord? Et vous avez des accords internationaux. Donc, ça veut dire que si jamais vous avez quelqu'un à côté du monopole, déjà, ben, c'est comme on ouvre une brèche où on peut commencer à fragiliser le monopole puisqu'on le permet, alors il devrait être tout seul. Quand je ne ferai pas un cours là-dessus, tout le monde a compris l'histoire, là. Et donc, c'est ça qui a été très difficile parce que on ne voulait pas que la viticulture du Québec se développe parce qu'on devenait de plus en plus menaçant pour les accords internationaux et par conséquent pour la SAQ. Oui, tout à fait. Donc oui, il y avait vraiment cette administration qui était rigide par ce fait-là parce ils étaient plutôt engagés à maintenir un monopole. Je reviens un petit peu au multicépage. Maintenant qu'on a des grands gels, j'entendais qu'une partie de certains cépages ont brûlé, donc malheureusement dû au gel. Est-ce que d'avoir plusieurs cépages, est-ce que c'est pas aussi une défense contre justement ce climat froid et aussi ces printemps parfois difficiles? Si je peux répondre, ça nous a été reproché des fois d'avoir énormément de cépages au Québec, mais moi j'ai toujours répondu, Éden, on est la première génération de vignerons. Oui. Donc la viticulture, moi je viens d'une région où les Romains faisaient du vin, donc il y a 2000 ans. Donc Jean-Paul aussi, donc dans les appellations françaises, il y a des cépages qui sont autorisés, d'autres qui ne le sont pas, dû à l'histoire, donc au terroir et ceci, cela. Nous, première génération de vignerons, évidemment, tantôt on a parlé du Céval, du Vidal, de quelques cépages, mais on en a tous essayé beaucoup plus que ça, puis on en essaye encore. Donc on commence à avoir des acquis au niveau de certains cépages, donc d'abord un historique de certains cépages au Québec, dans leur contexte, et on essaie encore beaucoup de choses. Alors pour des raisons aussi, comme le dit Jean-Paul, commerciales, donc on a essayé de diversifier les vins qu'on faisait, mais on cherche encore effectivement, pas le cépage idéal, je pense qu'on a déjà de beaux cépages au Québec qui se sont bien acclimatés, mais par contre, on est toujours à la quête d'essayer de trouver des nouveaux cépages. Ça évolue beaucoup, même en Europe, hein, ils sont en train de créer des nouveaux cépages, par exemple résistants aux maladies. Donc, c'est des choses qu'on regarde beaucoup. On a quand même au Québec un climat assez humide, donc on choisit des cépages relativement résistants aux maladies et ils sont en train d'en créer plusieurs en Italie, en Allemagne, en Suisse. Donc, on a un œil, même en Californie, donc ils essayent, sans faire de manipulation génétique, mais par des croisements, de sortir des cépages relativement résistants aux maladies. Donc, on regarde ça, on essaye d'en faire venir. Donc, je ne pense pas que ce soit un point faible, je pense que c'est une force. Et je pense que le vigneron doit aussi faire attention de ne pas planter un ou deux cépages. Je pense qu'il faut diviser les risques, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, et puis, c'est ce qui en fait aussi, je pense, un côté intéressant d'apprendre à faire des vinifications avec des nouveaux cépages. Moi, personnellement, en bon québécois, je tripe dans les assemblages. Autant je fais aujourd'hui des produits que j'appelle signature avec mes viniférants en monocépage. Autant dans le reste des cépages, j'ai beaucoup de plaisir à essayer de faire des assemblages, donc de marier différents cépages. Dans ma région d'origine, c'est ce qu'on faisait. Donc, à l'époque, on faisait beaucoup d'assemblages. Donc, on a du plaisir aussi là-dedans. Donc, je pense que ce n'est pas un point faible, comme certains auraient pu le voir il y a quelques années. Je pense que c'est une force de pouvoir faire venir des cépages de différents pays et de pouvoir les essayer ici. Et il en ressort quand même de beaux succès. Oui, tout à fait. Moi qui ai la chance de profiter en plus de partager des fois ma présence au laboratoire de Jérémy et de Richard, c'est un incroyable laboratoire qui est le Québec.
qui est vraiment un vignoble qui compose, comme on disait, un très grand nombre de cépages. C'est une richesse. Toute chose est une richesse. Je voulais voir aussi par rapport aux vignes, parce que maintenant, c'est aussi une question qu'on peut vous poser à vous plus qu'aux autres. On sait qu'il y a le froid québécois. Est-ce que ça a une influence sur la vie d'une vigne? Est-ce que les vignes ont une vie plus courte? On sait que les vignes, justement, peuvent être centenaires. Est-ce que ici, vous avez des vignes qui continuent et qui peuvent être centenaires, ou est-ce que vous constatez que malgré tout, le climat rugueux, le froid quand même intense, malgré le butage, peut peut-être être une difficulté pour la vigne? Jean-Paul, je vais te laisser parler. Je veux juste dire un petit mot là-dessus. Mais Jean-Paul, évidemment, Écoute, pendant longtemps, on nous a demandé effectivement c'était quoi la durée d'une vigne au Québec. On n'avait pas forcément la réponse. Moi, dans ma région d'origine, j'ai déjà vendangé sur des grenages de 90 ans, mais ça reste des exceptions où les vignerons peuvent faire des cuvées spéciales sur des vieilles vignes. Je lisais dernièrement que dans ma région, donc en Provence, maintenant, la moyenne d'une vigne, c'est 45 ans, 40 à 45 ans. Au bout de 40-45 ans, donc dans ces climats-là, la vigne commence à décliner en termes de production. Donc, ils arrachent et ils replantent. Moi, j'ai commencé l'année dernière à arracher des vignes que j'ai plantées en 83, donc 37-38 ans. On commence à arracher pour déjà rajeunir. Est-ce que c'est le froid? Peut-être qu'effectivement, c'est-à-dire que si les saisons étaient restées aussi courtes qu'elles l'étaient au départ, je pense que les vignes auraient vécu moins longtemps. Yeah. Maintenant, on a des saisons végétatives similaires à bien des régions, à la majorité des régions viticoles du monde. Donc, le froid n'est plus un facteur vieillissant pour la vigne. Mais je pense qu'une quarantaine d'années sera la moyenne, comme ça peut l'être dans d'autres régions. Yeah. Jean-Paul? Je suis pas mal d'accord avec ce que Charles-Henri vient de dire. C'est que nous, on est un petit peu plus jeunes. Charles-Henri, je pense que tu as planté tes premières vignes en 82. Ouais. Nous, c'était en 85. Alors, donc, nous, on n'a pas commencé à arracher. On commence à voir sur les premières vignes des petits signes de ralentissement en termes de production, évidemment. Là, on n'a pas encore commencé à arracher, mais c'est sûr que, étant les pionniers, dans les pionniers de la culture du Québec, évidemment, on n'a pas assez d'histoire pour être précis dans nos réponses, si vous voulez. Et je fais du pouce par rapport à la Champagne. La Champagne, c'est pareil, 40, 45 ans, maximum 50 ans, on arrache les vignes. OK. Donc, quand même, finalement, on a quand même une bonne durée et on est bien, quoi. Les vignes, finalement, se sont adaptées. C'est une plante de montagne, finalement, donc elle s'adapte à beaucoup de choses. Quels sont, du coup, les cépages que vous pensez qui sont ceux de l'avenir? Est-ce qu'il y en a que vous avez vus? On parle beaucoup du Gamay récemment, on parle aussi du Saint-Pépin. Est-ce qu'il y a d'autres cépages ou même déjà, est-ce que ceux-là font partie de ceux que vous pensez qui ont… Est-ce qu'il y a des choses qui sortent du lot, des nouvelles choses? Je vais te laisser répondre, Jean-Henri. Ce qui est important dans un cépage, il y a plusieurs critères qu'on donne à un cépage. Donc, j'en ai parlé, le mariage avec le terroir qu'on a. Donc, selon les régions, on a différents terroirs, comme au Québec comme ailleurs. Donc, le mariage avec le terroir, le mariage avec le climat qu'on a, la qualité du vin. Donc, il y a plusieurs facteurs. La résistance aux maladies. Ce qui est important, je pense que peu importe le cépage qu'on plante, c'est toujours une quête pour l'excellence. Faire du céval, il ne faut pas se cacher, il y a eu de moins en moins, mais pendant longtemps, il y avait un certain dénigrement sur les croisements, donc ce qu'on appelle les hybrides. Encore une fois, parce que déjà, les hybrides avaient une mauvaise presse en Europe. Donc, quand tu plantais un hybride, c'est comme s'il avait la peste. Ça l'est encore un peu aujourd'hui, malheureusement, mais moins que dans le temps. Mais j'ai toujours dit, moi, du céval, pourquoi je plantais du céval? Ma quête, c'était de faire, sans prétention, mais de faire… d'améliorer et d'essayer de faire une qualité maximale avec le céval. Donc, peu importe le cépage qu'on plante, je pense qu'il faut non seulement qu'il réponde à des critères, encore une fois, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais être sûr qu'on va arriver à avoir une qualité maximale. C'est toujours une quête que le vigneron a d'améliorer sa qualité. Donc, il se plante effectivement différents cépages. Et puis il faut… Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est une qualité pour un prix aussi, parce que fatalement, voilà. Il faut aussi être raisonnable. Donc, j'imagine que c'est là que moi je m'en venais aussi.
il faut être honnête avec le consommateur aussi. Donc, on peut planter, je n'aurai pas de cépage, mais il faut d'abord que… En fait, il faut savoir au Québec, ça a été sous-évalué par certains de l'époque qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais quand un vigneron plante de la vigne au Québec, il faut savoir qu'on est dans une des régions au monde, ça surprend souvent, mais où on a le plus de compétition dans notre cours. Moi, donc français d'origine, je n'ai pas la prétention de connaître les vins, mais j'ai connu les vins au Québec. Ça surprend quand je le dis aux gens, fils de vigneron, 4e génération, et j'ai connu les vins au Québec parce que moi, j'habite proche de Cowansville. On a une SAQ, mais qui nous offre des produits du monde entier. Alors, c'est sûr que ce n'est pas celle du centre-ville à Montréal. Ma femme est du Lac-Saint-Jean, mais au Lac-Saint-Jean, à Allemand, on peut goûter des vins de bien des pays, ce qui n'est pas le cas dans ma région d'origine. Moi, je suis né à Avignon. Encore aujourd'hui, trouver un vin italien à Avignon, pourtant on n'est pas loin, mais ce n'est pas évident. Donc, il faut que le vigneron québécois sache qu'il a cette compétition et que le consommateur a le choix de ces vins-là. Donc, j'ai toujours dit que la première bouteille était facile à vendre, mais si elle ne crée pas une émotion, les gens n'y reviendront pas. Donc, la première bouteille est facile à vendre, c'est la deuxième qui est dure à vendre. Okay. Donc, peu importe ce que le vigneron plantera, il doit être conscient au départ que cette compétition, elle n'a pas de pitié, elle est féroce. Et on a connu dans le passé, Jean-Paul a connu ça, mais on a connu malheureusement, j'appelle ça des lunettes roses, quelques personnes qui se sont lancées là-dedans un peu vite et qui pensaient que parce qu'on allait mettre une fleur de lys sur l'étiquette, que les gens allaient se garrocher dessus, mais c'était tout à fait l'inverse qui se passait. Parce qu'on faisait un vin québécois, il y avait énormément de préjugés. Donc, nous, les premiers vignerons, Jean-Paul, je pense, peut appuyer ça, on a eu c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais on a connu cette époque-là où, parce que c'était québécois, il fallait vraiment, vraiment qu'on brise la glace, qu'on brise ses préjugés. Ça n'a pas été évident. Donc, parce que c'était québécois, c'était plus difficile à vendre. Aujourd'hui, le vent tourne parce que bon, il y a l'historique, il y a la qualité, le bouche à oreille qui fait qu'aujourd'hui, le vin québécois est fortement en demande. Mais ça n'a pas toujours été le cas et ça en a surpris beaucoup. Il y a des vignerons qui ont eu des rendez-vous douloureux à cause de ça. Au Québec, on est gâté au niveau en tant que consommateur parce qu'encore une fois, on a accès à des vins du monde entier. Donc là où je veux finir là-dessus, c'est que tu as raison, Noël. Il y a un rendez-vous avec le client au niveau du prix. Il faut être honnête, donc il faut qu'on maîtrise nos coûts de production, nous les vignerons, pour sortir des vins qui soient quand même rapport qualité-prix abordable. Et ça, c'est le devoir de chaque vigneron tous les jours de contrôler ses coûts de production. Jean-Paul l'a dit, planter 1 hectare de vigne, ça coûte extrêmement cher. On le fait pour 40 ans, il ne faut pas se tromper. Donc, on peut s'amuser à faire, comme je le fais moi-même, des petites cuvées là, pour évoluer, mais la majorité de notre production doit quand même être à des prix compétitifs et à une qualité inattaquable. Irréprochable, tout à fait. Vas-y, Jean-Paul. Oui, j'ajouterais quelque chose sur ce que Charles-Henri vient de dire. C'est que quand on replante de la vigne, il faut savoir, bon, il y a 2 marchés. Il y a le marché intérieur qui est le no-tourisme et il y a le marché extérieur qui maintenant, heureusement, nous avons des réseaux de distribution. D'accord ? Alors donc, il faut absolument, je vais faire un petit peu de marketing que tout le monde connaît. Pourquoi on va voir un vignoble ? C'est parce que c'est unique. Alors donc, il faut planter, il faut créer. Bien souvent, il y a des gens qui arrivent. Chaque année, on a des habitués, on les remercie d'ailleurs, qui viennent nous voir en disant « Qu'est-ce que vous avez de nouveau cette année ?» Oui, mais parce qu'on ne peut pas avoir des nouveautés tous les ans non plus. Ça reste quand même que ça prend quand même une certaine création au niveau du vignoble pour attirer le monde, pour les réattirer, les faire revenir, excusez-moi, donc au vignoble. Ça, c'est une chose. Puis maintenant, économiquement, là, qu'est-ce qui paye les factures et les salaires ? C'est les produits sûrs qui marchent, dont le céval. Parce que là, je reviens sur le cépage, dont le céval. Et là, c'est notre identité. Et là, on roule parce qu'on maîtrise les coûts de production. Le céval est quand même un producteur, pas un énorme producteur, mais c'est loin d'être un petit producteur. Et donc, ça nous aide. Alors donc, c'est un mélange des deux. Évidemment, il y a une vie économique comme dans n'importe quelle entreprise. Donc, on a du marketing avec de la nouveauté à avoir et surtout l'assurance de notre entreprise au niveau économique. Alors, c'est une autre réponse. Allez-y. Est-ce que moi, on a beaucoup parlé du céval aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un des cépages qui a été un des moteurs économiques du développement du vignoble québécois ?
chaque entreprise, puis je laisserai la parole à Charles-Henri après, chaque entreprise, évidemment, a sa vision, son développement. Nous, dans le cas du CEP d'argent, c'est sûr que ça a été le CEVAL, de par nos origines et par notre axe de communication, qui est l'univers champenois des cantons de l'Est, parce que nous, c'est les bulles, c'est notre ADN. CEVAL Vidal ou CEVAL? Dans les bulles, on est 100% CEVAL, et évidemment, dans le vin blanc, on est CEVAL Vidal, ça fait des très beaux résultats. OK. Et donc, Charles-Henri, ton avis aussi, oui, Jean-Paul a raison. Donc, il faut qu'un vignoble ait quand même une masse de sa production qui soit assez sûre. Donc, par exemple, le Céval Vidal, ce sont deux cépages qui sont en général au rendez-vous chaque année en termes de production. Évidemment, ça fluctue selon la météo et tout, mais ils sont toujours au rendez-vous. Tu parles du Saint-Pépin. Saint-Pépin fait un excellent vin, mais je pense que tout le monde s'entend pour le dire, c'est qu'il est capricieux. Donc, ce n'est pas tous les ans que la récolte est au rendez-vous. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai dû arracher mon Saint-Pépin. J'en avais quand même un hectare. Probablement que là où je l'ai planté, en tout cas, il ne se complaisait pas. Donc, j'avais une récolte tous les 3 ans. Donc, à moins de vendre 40 piastres la bouteille, pour moi, ce n'était pas rentable. Donc, il y a une question de rentabilité. Par exemple, ce sont deux cépages, notamment, je dirais, le Vidal, qui peuvent servir à plusieurs types de vinification. Donc, si je prends le Vidal, donc en vin blanc sec, en vendange tardive, en vin de glace, en effervescent. Donc, ça, c'est important aussi, donc, de pouvoir, avec un même cépage, pouvoir faire différents types de vinification. Ce n'est pas le cas pour tous les cépages. Donc, Céval et Vidal ont cet avantage-là aussi, non seulement en plus de se marier tous les deux en termes d'assemblage, donc ils se complètent très bien, mais même en monocépage, donc on peut les vinifier de plusieurs façons. Donc, ça aussi, dans le cahier des charges qu'on veut se donner à un cépage, c'est des critères importants. Mais à côté de ça, je pense que tous les vignerons du Québec on a du plaisir à essayer, encore une fois, avoir toutes nos parcelles expérimentales, puis déguster entre nous. Donc, moi, je trouve que c'est un point fort. Peut-être que certains peuvent voir ça d'un autre œil, mais chaque vigneron a ses parcelles expérimentales, ses micro-vinifications et tout, et je trouve que c'est ce qui fait la richesse de notre viticulture québécoise. On n'a pas cette contrainte d'appellation. Du moins, dans notre appellation dont parlent les gens, on ne s'est pas mis des critères de cépage. Donc, on a cette liberté de pouvoir essayer une multitude de cépages, de vinification, de micro-vinification, d'assemblage. Et encore une fois, je trouve que le consommateur le ressent, là, qu'il y a cette richesse, cette diversité qui est super intéressante. Bien. Ben oui, ben super, merci beaucoup. Alors, on a un message de la part de M. Genaël Revel, que vous connaissez, je pense, très bien tous les deux, et que j'ai vu ce matin à la radio, fatalement. Et il a un message spécifique pour Jean-Paul. Il a un message pour vous deux en disant que vous êtes bienvenus à la radio, naturellement, en ma compagnie, parce que, comme vous le savez, je fais les vins québécois. Mais aussi, alors, l'Afrique du Sud a déposé méthode Cap Classique pour ses mousseux. Alors, on pourrait proposer et déposer méthode péteux classique. On se distinguerait, il propose, il signale. Je pense qu'en termes de marketing, c'est un mot qui fesse. Oui, voilà, parfait, merci. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Ça ferait du bruit, en tout cas. Ouais, oui, il y aura du gaz. Donc, et je vais pas vous prendre énormément de temps. Je voudrais juste, parce que bon, on est avec l'association des sommeliers, donc notre public, naturellement, ce sont les sommeliers. On n'en a pas beaucoup parlé, mais quelle est votre relation? Qu'est-ce que vous pourriez peut-être attendre de nous, la communauté des sommeliers? Comment est-ce qu'on pourrait vous aider? Comment est-ce que, est-ce qu'on peut venir vous voir, etc., etc. Écoute, je pense que les deux doivent répondre à cette question-là. Moi, j'ai été assez chanceux parce que, la chance ne vient pas toujours tout seul, mais toujours une assez bonne relation donc avec pas mal de sommeliers, avec des professeurs en sommellerie. Pour nous, c'était indissociable pour nous, les vignerons, pas que leurs pailleurs, mais les sommeliers sont la courroie de transmission entre le producteur et le client qui est au restaurant. Donc, ce sont ce que j'appelle des ambassadeurs. J'ai la chance, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Quand on a obtenu, Jean-Paul s'en souvient, de peine et de misère, le droit de vendre dans les restaurants, c'est en 1996. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais graduellement, donc, les sommeliers se sont intéressés à ce qu'on fait. Et donc, on a pu rentrer en restauration. Et aujourd'hui, bon, là, c'est sûr que la COVID fait que c'est plus tranquille.
Mais moi, je vends une bonne partie de ma production en restauration et grâce aux sommeliers. J'ai toujours été impressionné en arrivant au Québec de voir qu'on a plusieurs écoles de sommellerie au Québec, de voir combien de diplômés par année et tous ces jeunes et moins jeunes qui partent après sur la route, travailler dans un restaurant, encore une fois, deviennent des ambassadeurs. Et ces jeunes, c'est de plus en plus vrai, n'ont pas d'œillère. Donc, ils sont formés pour découvrir les vins du monde et tout, mais sont toujours très ouverts aux produits en général, aux alcools du Québec en général. Donc ça, c'est un plaisir. On en reçoit chaque année. Ce qui m'a surpris aussi, moi, j'ai 3 filles. C'est une parenthèse que je fais. Okay. Mais j'ai 3 filles. Et ce qui m'a toujours surpris, je n'ai pas comparé avec la France, mon pays d'origine, mais j'ai toujours été surpris du nombre de sommelières qui sont diplômées. Oui, de voir comment la gente féminine pouvait s'intéresser à ce milieu-là. Au Québec, ça m'a toujours énormément surpris. Dans les grands concours, d'ailleurs, nos sommelières, je ne veux pas dénigrer les sommeliers, mais nos sommelières se démarquent très, très bien. Et donc, c'est une des choses qui a encouragé mes filles, 2 de mes filles, à revenir dans l'entreprise l'année dernière. Donc, autant ça a été un milieu qui a été très masculin, le domaine de la viticulture, mais même en Europe, maintenant, ça se féminise beaucoup. Mais dans le temps, un vigneron qui avait que des filles, qui n'avait pas de garçons, pour lui, il n'y avait pas de relève. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de filles qui relèvent le défi donc d'avoir un vignoble. Il y a même un concours, les Féminalise, un concours international de vin qui est fait par des vigneronnes. Donc, c'est un milieu qui se féminise énormément, donc que ce soit en vinification, en sommellerie. Et donc, c'est une des raisons. Donc, c'est une des motivations qui a fait que j'ai 2 filles maintenant qui travaillent avec moi. Donc, la relève est assurée. Bravo. Et Jean-Paul, toi aussi, la relève est là? J'ai une fille qui fait de la politique appliquée. Alors, donc, elle est en maîtrise. Peut-être qu'avec les pots de vin, peut-être que ça va fonctionner, je ne sais pas. Mais non, elle est encore fille de maîtrise à l'Université de Sherbrooke et pour le moment, non, ça ne se décide pas comme ça, on verra. Des fois, ça change. Faut leur laisser le temps de mûrir aussi, là, comme les raisins. Bah oui. Pour ce qui est de vendre dans les restaurants, toutes ces choses-là, nous, on a pris moins ce développement-là dans notre entreprise. Okay. On est quand même dans quelques restaurants. C'est sûr que c'est un marché qui est très intéressant. Pour ma part, j'ai la chance de faire 2-3 fois des présentations à l'ITHQ devant des écoles de jeunes sommeliers, évidemment, dans la partie des bulles, évidemment, puisque c'est notre spécialité. Alors oui, on y croit beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec Charles-Henri. Vous êtes à le bout de nos mains, si on peut dire. Et ce que je dis aux jeunes sommeliers quand je fais mes présentations à l'ITHQ, c'est dans la vie, tout le monde a cette valeur-là, c'est l'honnêteté. Quand on n'aime pas un vin, c'est évident qu'on ne peut pas le pousser même sur une table devant des clients. On ne l'aime pas, on n'est pas honnête avec ces gens-là. Mais si vous aimez un vin du Québec, poussez-le parce que vous allez créer de l'emploi, vous allez donner un coup de main à l'entreprise. Et oui, vous êtes un des maillons très, très importants pour le développement de la viticulture du Québec. Oui, tout à fait. Un grand merci. Et d'ailleurs, je m'excuse, merci beaucoup de l'initiative de ce soir de laisser parler des vignerons. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, au contraire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous buvez? Alors, je crois que tout le monde a un verre, je pense. Allez-y. Alors, vas-y, Jean-Paul. Non, vas-y. Jean-Paul, il n'a pas encore commencé, lui. Vas-y, Charles-Henri. Moi, je reste bon, j'ai plusieurs types de vins, donc, mais là, je reste amoureux de mon fameux cépage, de mes fameux mariages dont je vous ai parlé, Céval Vidal, donc un assemblage de 2 cépages. Un très bon rapport qualité-prix. Bien fait, et puis émotivement, c'est le premier vin que j'ai fait assez rapidement à l'orpailleur, donc j'y reste très attaché. Donc ce soir, j'ai à la bonne vôtre, donc j'ai un verre de vin blanc Céval Vidal. Voilà. Qu'on trouve à la SAQ et qu'on trouve surtout à la SAQ, je pense. Alors celui-là, je le vends, donc je le vends en vignoble, je le vends en restauration, je le vends à la SAQ. C'est un des vins, effectivement, en termes de quantité, donc que je fais le plus. Voilà. Vas-y, Jean-Paul, explique-nous ce que tu as ouvert. Alors, Blanc de Blanc 2018, évidemment, méthode traditionnelle. Hein. Alors, 100% Céval blanc, 24 mois sur latte. Donc, les gens viennent beaucoup nous voir. Évidemment, nous, on a axé beaucoup notre communication là-dessus.
Et donc, ça fonctionne bien. Millésime 2018? Oui. Et dégorgé récemment? Il a été dégorgé au mois de décembre. OK. Mois de décembre. Donc, en tout cas, c'est ça, 18 à 24 mois, parce que là, du fait que on est victime de notre succès, ben, tous les vignobles du Québec, évidemment, avec le COVID et toutes ces choses-là, on a beaucoup vendu. Et donc, là, on commence à être un peu tendu dans le sens que si jamais on vend plus jeune, ben, oui, on fait du chiffre d'affaires maintenant, mais ce n'est pas forcément très bon pour le futur parce que, ben, évidemment, ça diminue la qualité. La qualité, elle est là, bien entendu. Alors moi, juste pour la blague, j'ai un domaine qui était peut-être un des potentiels, mais le producteur n'est plus là, il n'est plus présent, même si j'ai parlé avec M. Drocourt ce matin à la radio. Donc, j'avais repris ma bouteille qui est très sympathique, du Côte d'Ardoise, pour ceux qui n'ont pas reconnu la bouteille, qui est aussi donc, dans le top 5, je pense, Charles-Henri, des premières vignes au Québec. Mais un grand merci, messieurs. Merci, Charles-Henri. Merci, Jean-Paul, de votre participation. Je pense que c'était très instructif. Un grand merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui nous ont suivis, qui nous ont posé des questions. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et surtout que je pense que l'explosion du vin québécois, au début, il n'y avait rien. Maintenant, il y a plein de choses et surtout que ça continue. Santé à tous. Ouais, merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, bye bye. Bonne soirée. Merci bien.